J'ai 94 ans et le sablier se vide. Je sens chaque grain qui tombe. Je n'ai plus le temps de mentir, plus l'énergie de me taire, plus la patience de laisser les illusions survivre par courtoisie. Ce que je vais vous dire ce soir, personne ne vous l'a dit franchement. Pas votre mère, pas votre meilleur ami, pas le prêtre du village, pas le professeur que vous admirez. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'ont pas encore vécu assez longtemps pour comprendre ce que je vais vous confier. Il y a 3 nuits, ma petite fille Séraphine, 27 ans, des yeux verts comme une forêt en juin, est entrée dans ma chambre en pleurant. Elle ne faisait pas de bruit. Elle pleurait comme on pleure quand on ne veut pas être entendu, à petits hoquets silencieux, les mains croisées sur la poitrine. Je lui ai demandé ce qui se passait. Elle a mis du temps avant de répondre. Puis elle m'a dit qu'elle s'était sacrifiée pendant 5 ans pour répondre aux attentes de notre famille, qu'elle avait renoncé à partir vivre au Japon pour apprendre la laque urushi, qu'elle avait renoncé à elle-même, grain par grain, pour que nous soyons fiers d'elle. Je l'ai regardée longtemps avant de parler, et quand j'ai parlé, j'ai dit une chose qui l'a brisée. Je lui ai dit « Nous t'avons volé ta vie, et nous l'avons fait avec amour. » C'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui, de ce vol particulier, propre, invisible, que les gens qui vous aiment commettent contre vous chaque jour, avec des intentions absolument pures. Quand on est jeune, on cherche un sol ferme sous les pieds. Le monde ressemble à une mer ouverte, sans rivage visible, et les premières personnes que l'on regarde pour trouver un cap, ce sont celles qui nous ont connus avant même que nous sachions marcher. On leur accorde une confiance immense, naturelle, presque animale. On croit que leur amour est une boussole, on croit que leur expérience est une carte. C'est le premier piège. Moi, à l'âge de 24 ans, j'avais une ambition précise et fragile, comme une flamme sous la pluie. Je voulais devenir luthier, construire des instruments à cordes, passer mes journées dans une odeur de bois d'épicéa, à sculpter des âmes de violon et des tables d'harmonie. Je m'appelais Théodore, un prénom lourd pour un garçon maigre, et j'avais les mains faites pour ça, tout le monde le disait. Mon oncle Ézéchiel, homme imposant, droit comme un peuplier, a posé sa main sur mon épaule un soir d'automne et m'a dit, d'une voix grave et sûre d'elle-même, « Théodore, la beauté ne nourrit pas son homme. Tu vas prendre la succession de la quincaillerie. C'est ce que ton père aurait voulu. » Mon père était mort l'année précédente. Je n'ai pas eu la force de résister à ce nom prononcé comme une arme. J'ai suivi son conseil. J'ai passé 42 ans derrière un comptoir à vendre des vis, des clous, des serrures et des charnières. Je ne me suis pas plaint. Je n'ai pas souffert de façon spectaculaire. J'ai eu une vie ordonnée, convenable, respectée. Mais quelque chose en moi a cessé de brûler ce soir d'automne-là et ne s'est jamais tout à fait rallumé. Ce n'est qu'à 70 ans, quand j'ai finalement construit mon premier violon dans un atelier que j'avais aménagé dans le grenier, que j'ai compris l'étendue de ce que j'avais perdu. Pas la vie que j'avais vécue, mais la vie que j'aurais pu vivre. Alors quand je dis qu'il ne faut faire confiance à personne, pas même à sa famille, voici précisément ce que j'entends. Ce n'est pas que votre famille vous veut du mal, c'est pire que ça. C'est qu'elle vous veut du bien avec les lunettes de sa propre peur. Mon oncle Ézéchiel n'était pas un homme cruel. Il avait grandi dans la précarité, il avait vu des artisans mourir dans la misère, il avait peur pour moi d'une façon viscérale et sincère. Mais ce qu'il m'a transmis ce soir-là, c'était son tremblement intérieur à lui, pas une vérité universelle. Quand votre mère vous dit que cet homme n'est pas pour vous, elle parle de son propre chagrin passé.
Quand votre frère tourne en dérision votre projet de partir seul en mer, il parle de sa propre incapacité à lâcher prise. Quand votre père vous répète que la stabilité vaut mieux que le rêve, il parle de la cicatrice que le destin lui a laissée, pas du territoire que vous avez devant vous. Il rogne vos ailes avec tendresse, et vous les laissez faire parce que c'est tellement plus doux de confier les grandes décisions à quelqu'un d'autre. C'est tellement plus confortable de dire plus tard, si ça se passe mal, j'ai fait ce qu'on m'avait conseillé. Mais le regret, lui, ne connaît pas les excuses. Le regret est une chambre où l'on entre seul, à 3 heures du matin, et il n'y a personne d'autre entre ces 4 murs que vous et le fantôme de vos propres renoncements. Il y a eu dans ma vie un moment où le monde a changé de couleur. J'avais 53 ans. C'était une fin d'après-midi de juillet, une lumière presque violette sur les toits. Mon ami de toujours, Barnabé, un homme avec qui j'avais grandi, partagé des silences, traversé des deuils, m'a trahi d'une façon silencieuse et dévastatrice. Il avait laissé circuler une rumeur à mon sujet dans notre cercle, une rumeur fausse, pour détourner l'attention d'une erreur qu'il avait commise. Il ne l'a jamais avouée. Il n'a pas eu besoin de le faire, je l'ai su. Je n'ai pas explosé. Je suis rentré chez moi, je me suis assis sur le bord de mon lit, et j'ai regardé mes mains pendant très longtemps. Ce n'était pas la trahison elle-même qui me faisait le plus mal. C'était ce qu'elle révélait sur moi. J'avais attendu de Barnabé qu'il soit sans faille, qu'il soit une constance dans un monde variable, une île fixe dans un océan mouvant. Et ce faisant, j'avais cessé de le voir tel qu'il était réellement, un homme ordinaire, fatigué, parfois lâche, portant ses propres cicatrices invisibles. J'avais projeté sur lui une solidité qu'aucun être humain ne peut tenir sur la durée. Et quand la projection s'est effondrée, c'est moi qui me suis retrouvée à court de sol. C'est cette nuit-là que j'ai commencé à réfléchir autrement. Les philosophes anciens, je les ai lus tard, trop tard peut-être, mais pas trop tard pour en tirer quelque chose, avaient compris une chose d'une clarté absolue. On ne possède vraiment que ce qui se passe à l'intérieur de soi. Tout le reste est prêté. Les amitiés sont prêtées, les amours sont prêtés, les opinions des autres sur votre compte sont prêtées. Même votre réputation n'est qu'un reflet dans des miroirs qui appartiennent aux autres. Si votre sérénité dépend du fait que votre famille vous comprend, vous souffrirez à intervalles réguliers pour le reste de votre vie. Si votre paix intérieure est suspendue à la loyauté de vos amis, vous vivrez dans une anxiété chronique, le regard toujours tourné vers l'extérieur pour surveiller les signaux d'alarme. J'ai cessé d'attendre des autres qu'ils soient mes sauveteurs. J'ai cessé de leur déléguer la mission de me montrer le chemin. J'ai compris que ma tranquillité d'esprit devait être une architecture intérieure, que personne d'autre ne pouvait ni construire ni démolir. Et quelque chose d'inattendu s'est produit alors. En cessant d'attendre des gens qu'ils soient parfaits, j'ai commencé à les voir avec une lucidité bienveillante. Je les ai aimés différemment, non plus comme des colonnes portantes dont dépendait mon équilibre, mais comme des compagnons fragiles, tâtonnants, aussi perdus que moi dans l'obscurité du monde. C'est paradoxalement quand on cesse d'exiger de l'autre qu'il soit notre ancre que l'on peut réellement lui tendre la main. Laissez-moi vous dire maintenant ce que j'ai gravé dans mes os après 9 décennies de vie, des vérités que je n'ai pas lues dans des livres, mais que j'ai extraites, comme on extrait un éclat de métal, de la chair de mes propres erreurs. La première vérité est brutale. L'amour n'est pas une compétence. Quelqu'un peut vous aimer de toute son âme et vous conduire exactement là où vous ne devriez pas aller. L'amour est une chaleur, il n'est pas une carte, il n'est pas un sextant. Votre famille vous aime, mais est-ce qu'elle comprend le monde tel qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'elle comprend la texture particulière de votre désir, la forme exacte de votre douleur,
la direction précise que votre vie cherche à prendre? Non. Alors ne confiez pas votre gouvernail à une main aimante, mais aveugle. La deuxième vérité, c'est que les gens changent. L'homme ou la femme en qui vous avez placé votre confiance aujourd'hui sera, dans 10 ans, un être profondément différent. Les épreuves durcissent certains et brisent les autres. Le succès rend parfois arrogants ceux qui étaient humbles. La maladie transforme les caractères, efface des certitudes, révèle des lâchetés insoupçonnées. Si vous ancrez toute votre confiance dans ce que quelqu'un est aujourd'hui, vous vous exposez à une désolation que vous n'avez pas anticipée. Faites confiance à la capacité des gens à changer et à votre propre capacité à vous adapter. La troisième vérité est peut-être la plus urgente pour votre génération. Le bonheur externalisé est une prison dorée. Vous vous dites, si mes proches sont fiers de moi, je serai en paix. Si je trouve la bonne personne, je serai entier. Mais en attendant cela, vous avez abandonné les clés de votre propre maison intérieure à des gens qui sont trop occupés à gérer la leur pour garder la vôtre. La joie n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on cultive, seul, dans le silence, dans la discipline, dans la connaissance patiente de soi-même. Alors que faire? Comment vivre avec tout cela? Il faut construire ce que j'appelle une forteresse intérieure. Pas un bunker froid où l'on se mure loin des autres, mais une demeure intérieure solide, lumineuse, où vous pouvez vous réfugier quand les tempêtes viennent, et elles viennent, croyez-moi, avec une violence que vous n'imaginez pas encore. Chaque fois que vous traversez une épreuve sans vous effondrer, vous posez une pierre. Chaque fois que vous prenez une décision qui déçoit votre entourage, mais qui honore ce que vous savez être juste, vous consolidez un mur. Chaque fois que vous asseyez dans le silence de votre propre esprit, sans chercher à vous distraire ni à vous anesthésier, vous voûtez un plafond. Quand la tempête arrive, et elle arrive, vos amis auront leur propre maison à défendre. Votre famille sera débordée par ses propres angoisses. Vous aurez besoin d'un endroit en vous-même où aller. Un endroit qui ne dépend de personne d'autre que de vous. Regardez-moi. Regardez ces mains qui tremblent quand je verse mon café du matin. Regardez ces rides que les années ont sculptées comme des sillons dans un vieux champ. Je suis au bout du chemin. J'ai assisté à des enterrements d'hommes qui croyaient avoir du temps. J'ai tenu la main de femmes qui partaient avec des regrets qu'elles n'avaient jamais formulés à voix haute. Je ne vous dis pas cela pour vous effrayer. Je vous le dis pour vous rendre courageux. Quand je vous dis de ne faire confiance à personne, pas même à votre famille, je ne vous invite pas à la froideur. Je ne vous demande pas de vous barricader derrière le cynisme. Je vous demande exactement le contraire. Quand vous cessez d'attendre de votre famille qu'elle soit votre oracle, votre ancre, votre boussole et votre juge, vous pouvez enfin l'aimer pour ce qu'elle est réellement. Une constellation d'êtres humains imparfaits, blessés, courageux à leur manière, qui avancent dans l'obscurité du monde en tâtonnant, exactement comme vous. J'aime mon oncle Ézéchiel. Je lui ai pardonné depuis longtemps. Il était un homme sincère qui m'a donné ce qu'il avait de mieux, sa peur, emballée dans sa tendresse. Mais je regrette d'avoir laissé sa peur dicter ma vie. Je regrette de ne pas avoir, à 24 ans, posé ma propre main sur mon propre gouvernail. J'aime Barnabé. Je lui ai pardonné lui aussi. Il était un homme ordinaire qui a fait ce que font les hommes ordinaires sous pression. Mais je ne lui ai plus jamais confié les rênes de mon estime de moi-même. Vous avez une seule vie, une seule. Un éclair bref et total entre deux immensités noires que personne ne comprend vraiment.
Ne la passez pas à réciter un texte qu'on a écrit pour vous. Ne la passez pas à vous effacer pour que d'autres se sentent à l'aise. Ne courez pas derrière l'approbation de gens qui seront, eux aussi, de la poussière avant que vous ayez eu le temps de vous retourner. Aimez votre famille férocement, partagez leur table, pleurez avec eux, riez avec eux, tenez-les contre vous quand la vie est dure. Mais quand vient le moment de choisir la direction de votre âme, quand vous vous retrouvez au croisement de ce que l'on attend de vous et de ce que vous savez au plus profond être vrai, retirez-vous dans la pièce la plus silencieuse de vous-même, fermez la porte, et là, dans ce silence, faites confiance à la seule voix qui ne peut pas vous mentir par peur, par intérêt, par amour mal orienté, la vôtre. Séraphine part au Japon le mois prochain. Elle apprendra la laque Urushi. Elle a pleuré en m'annonçant ça, mais différemment, de ces larmes-là qui nettoient au lieu de blesser. Moi, j'ai ce violon dans mon grenier. Il n'est pas parfait. Ses courbes sont un peu maladroites, sa voix est légèrement voilée. Mais quand je pose ma main dessus, quelque chose en moi qui s'était tu depuis 68 ans recommence à vibrer. Il n'est jamais trop tôt pour commencer, et il n'est jamais, jamais trop tard pour comprendre. Prenez soin de vous, le temps est plus court qu'on ne le croit.